La première chose, c'est que cette goal line technologie est très très récente dans le football, donc c'est juste pour valider le but, pour ceux qui ne seraient pas du tout dans le football, je le précise. Je la retrouve dans 4 lois du jeu actuellement, donc effectivement le mot apparaît dans 4 lois du jeu. Sur le terrain, parce qu'on a maintenant la possibilité de modifier le terrain, donc la structure autour pour mettre des caméras bien sûr, mais aussi ce qui est la partie du cadre du but et du filet de but, où on va pouvoir mettre des câbles souterrains, etc., pour les champs magnétiques par exemple. On va le retrouver dans le ballon, parce que le ballon à puce est autorisé, et même le ballon avec des bobines voilà, pour les champs magnétiques est autorisé maintenant dans le football, donc il faut le savoir. L'arbitre, bien sûr, est concerné, puisqu'il doit aller vérifier si le système fonctionne 1 heure avant le match, et si ça ne fonctionne pas, et c'est déjà arrivé cette année en L1, si ça ne fonctionne pas, il doit vérifier comme il vérifiait si les filets de but étaient bien installés. La quatrième chose, bien sûr, la loi la plus importante, c'est le but marqué, puisque là, on va concerner un aspect essentiel du football, c'est la validité du but. Et bien sûr, la validité du but, ça concerne essentiellement le résultat du match. On valide des buts, c'est l'arbitre qui valide des buts, je vais revenir très puissamment dessus, et ça valide un score, et le score, on ne peut pas le changer ensuite à travers le match. Donc c'est la chose la plus importante du football. Mais cette décision, c'est qu'une toute petite décision. L'arbitre prend 40 décisions dans le match, 7 ou 8 sur les hors-jeux, et ça, je dirais qu'il prend cette décision une fois tous les 20 matchs. Voilà, mais on a fait rentrer la technologie dans le football, et pas l'arbitrage vidéo, cette technologie, de cette façon-là. La deuxième chose... moi, il me semble que cette problématique, ça rejoint uniquement un aspect humain, où la décision est prise par un humain, qui est bien sûr un arbitre, ou des arbitres, on est bien d'accord, où la décision est prise d'une façon technologique, et bien sûr, on touche la réduction de l'aléatoire. Et là, quand je parle de réduction de l'aléatoire, c'est bien sûr l'histoire du board et l'histoire des lois. On va dans ce sens-là dans le sport, dans tous les règlements, on réduit l'aléatoire. Et ce qui est en plus au football important pour le board, c'est de la continuité du jeu. On ne voulait pas que ça s'arrête, on ne voulait pas qu'il y ait une vidéo comme à l'arbitrage rugby s'arrêter. On voulait vraiment cet esprit, le jeu doit continuer, donc ça doit être une décision instantanée. Et ça a été très important dans tous les tests, je vais essayer de le prouver. Sur la décision humaine, bien sûr, les erreurs font partie du jeu, le vent fait partie du jeu, la pluie fait partie du jeu. Donc, dans ce registre-là, on a été très très loin pour défendre l'aspect qu'il n'y aurait pas de technologie dans le football. Et ça a été ce qui a primé quand même pendant 145 ans au football. Il faut bien être bien d'accord, on est sur cet aspect non technologique au football. La glorieuse incertitude du sport, bien sûr, c'est un sport universel. L'argument le plus éloquent, c'est on veut que ça soit le même football partout, les mêmes règles partout. Donc si on met de la technologie sur la ligne de but, vu le prix que ça va coûter, on va le voir, ça va pas être le même football. Donc bien sûr, de l'autre côté, ça va faire un football des riches, un football des pauvres. Et bon, argument qui peut être mis un petit peu chahuté par, il y a déjà un football amateur qui se joue avec un seul arbitre, avec 2 bénévoles qui viennent arbitrer, un football amateur qui se joue avec 3 arbitres, puis un football national qui se joue avec 4 arbitres, un 4e arbitre, puis un football européen qui se joue déjà avec 5 arbitres. Donc il y a déjà des footballs à plusieurs vitesses, mais c'est l'aspect qui a été mis en avant le plus essentiel, je dirais. Si je continue, moi mon corpus, c'est toujours les lois du jeu, bien sûr. J'ai étudié les lois du jeu de fond en comble avec tous les archives du board, qui sont à peu près dans cet état-là au 19e siècle. Et après, donc, les archives, bien sûr, de la Football Association. Paul a parlé des 75 ans, bien sûr. C'est né en 1963. Il faut partir des premières règles pour savoir ce qui s'est passé. Et on va voir que la validité du but, c'est quelque chose qui a évolué d'une façon considérable. Ensuite, bien sûr, les matchs, les comptes rendus de match. Bien sûr, le but fantôme, on va en parler tout à l'heure. C'est bien sûr un compte rendu ou une image de match ou une petite vidéo d'un match. On est bien d'accord. Et le point de vue des acteurs qui a évolué, c'est ça qui m'a surpris un petit peu dans cette question-là, c'est qu'il y a des acteurs qui ont complètement changé d'opinion dans les 5 dernières années. Parce que j'ai suivi le débat depuis une dizaine d'années sur cette question. La première chose qui apparaît dans les lois du jeu, c'est gagner un but. On ne disait pas marquer un but, gagner un but. Et il suffisait de faire passer le ballon dans la cible. Bien sûr, en 1863, la cible n'est pas rectangulaire comme on la connaît. Elle est bien sûr 2 poteaux, comme au rugby, sans la barre transversale. La barre transversale va arriver ensuite. La cible verticale va arriver ensuite. J'ai les dates très précises, bien sûr, dans ma thèse et dans mon livre, etc. Et vous avez les dates, je les ai mis le plus précis possible. Et la petite chose pour la ligne de but, c'est important, parce que elles n'existent pas, les lignes de but, au départ, en 1963. Stanley Rousse nous le dit bien, dans son livre de 1974, qu'elles apparaissent en 1874. Donc il n'y a pas de ligne. Donc le franchissement complet de la ligne, ça n'a aucun sens, bien sûr, à l'époque.
Le but, j'ai dit aussi, il avait complètement changé. La cible devient rectangulaire et donc gardée avec un gardien qui a un rôle spécifique, mais ça n'existe pas dans les 10 premières années du football, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ensuite, le fait que le ballon dépasse entièrement la ligne de but, moi je l'ai trouvé uniquement dans la loi en 1904, mais elle n'est pas dans la loi du but marqué, c'est-à-dire qu'on ne dit pas ça pour le but marqué, c'est que Stanley Roos, quand il va refondre les lois du jeu en 1938 et réécrire les lois du jeu, qui va marquer, attention, il y a but que si le ballon franchit entièrement la ligne de but. Donc cette validité du but, déjà, on voit, elle va changer au cours de l'époque d'une façon assez importante. Ensuite, on retrouvera bien sûr en 48 comment gagner un match. C'est uniquement en marquant des buts, et c'est que cette solution qui est retenue par le board. Gagner un match, c'est marquer des buts ou faire match nul, parce qu'on a marqué le même nombre de buts. Et il y a plein de fédérations qui demandaient que ça se passe autrement. Voilà, c'est pour ça que je l'ai signalé à cet endroit-là. La validité des buts, c'est d'abord les joueurs et les capitaines qui jugent de ces buts, puisqu'il n'y a pas d'arbitre au football, hein, on est bien d'accord, il n'y a pas d'arbitre sur le terrain. On va progressivement prendre l'exemple de quelques public schools où on va avoir des umpires, donc des juges et un référé qui était dans la tribune ou sur le côté du terrain, qui va pouvoir dire s'il y a but ou pas, mais vu qu'il est placé au milieu du terrain dans la tribune, il ne voit pas exactement s'il y a un but qui est marqué. Donc ça sera la première chose. Donc pour bien signifier la validité du but, c'est bien sûr l'arbitre qui décide aujourd'hui. Depuis 1891, il y a un arbitre central avec 2 arbitres de touche, qui s'appellent maintenant des arbitres assistants depuis 1996, mais c'est 2 arbitres de touche. Et ça, ce trio arbitral va parcourir l'histoire du football. Il donne un coup de sifflet, pas toujours. Il fait un geste, bien sûr, pour indiquer qu'il y a but. Il va vers le rond central, il fait une course pour aller vers le rond central. Et la validité du but, il note sur son petit carnet, comme les cartons jaunes, hein, mais ça viendra bien plus tard, 68. Et là, le but est validé s'il l'a noté. Et surtout, le but est validé si on reprend le jeu. Si on reprend le jeu, il peut toujours changer la décision. Et si les Irlandais reprennent le jeu au Stade de France, ils n'iront pas en Coupe du Monde parce qu'ils ont repris le jeu et le but est validé. Et on ne pourra pas revenir sur ce match. On ne pourra pas revenir sur le score. Les conditions de validation, alors là, ils vont changer, bien sûr. Schaffhauser le disait, ça décrit une actualité de la règle. Il faut savoir qu'on marque sans les mains. Si c'est une main involontaire, on peut toujours marquer, hein, bien sûr, mais on marque sans les mains, sans projeter le ballon dans le but avec les mains. C'est écrit comme ça dans le règlement, bien sûr. Les fautes, ça va évoluer d'une façon considérable. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'équipe de France 1904. Il y a quand même 7 buts de l'équipe de France où le gardien adverse prend le ballon dans les mains et est projeté dans les buts avec le ballon, et c'est accepté bien sûr, c'est une spécialité d'un attaquant de l'équipe de France qui marquera 7 buts comme ça. Et donc la règle va changer en fonction de est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il n'y a pas faute, et on va bien sûr valider le but s'il n'y a pas faute. Donc si on n'a pas poussé le gardien aujourd'hui, bien sûr, on n'a plus le droit de le pousser. La règle du hors-jeu va évoluer d'une façon considérable aussi, donc est-ce qu'il y a hors-jeu, est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu, c'est ce qu'on vérifie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'actualité de la règle, on ne pouvait pas marquer sur coup franc au début du football. Donc on ne pouvait pas accorder un but s'il y avait un coup franc. Les coups francs, c'était des gentlemen qui jouaient, c'était des fautes involontaires, donc on ne marquait pas sur coup franc. Bien sûr, après, il y aurait une dichotomie entre coup franc indirect, mais ça n'existait pas. On ne pouvait pas marquer sur corner avant 1924, et on ne peut pas marquer sur engagement. C'est arrivé après les années 2000 de marquer directement sur l'engagement. Donc déjà, la validité d'un but, on va la prouver différemment en fonction de l'histoire. Je retrouve ce débat, moi, sur la technologie. Alors, technologie, je ne dis pas technologie, c'était l'aspect plutôt matériel. On a le même débat, je dirais, au XIXe siècle. Est-ce que le but est inscrit ou pas? Et le débat va, bien sûr, se cristalliser autour du filet de but. Donc, le filet de but, l'apparition, comme tous les historiens, on met des fois quelques guillemets, 85, 89, il y a plusieurs sources, je ne sais pas. J'y étais pas, mais je cherche toujours. Ce qui est sûr, c'est qu'en 1893, le filet de but devient obligatoire en cup, des filets en chanvre, on est bien d'accord. Et le board va dire ça serait bien d'utiliser des filets de but à partir de 1895. Donc au 19e siècle, c'est le filet de but. Et bien sûr, le filet de but, c'est fondamental puisque le ballon reste dans les filets et on sait qu'il y a but. S'il passe à côté, on ne sait jamais s'il passe à droite ou à gauche. Et c'est pour ça que l'arbitre vérifie toujours s'il y a un trou dans le filet, s'il y a des filets, etc. On joue obligatoirement avec des filets. Ensuite, bien sûr, le board va refuser, ces juges de ligne, on en a parlé bien sûr, on pense qu'on n'en parle que depuis une dizaine d'années ou 5-6 ans, mais non, ces juges de but existaient déjà, le débat existait sur des juges de but ou des juges de ligne derrière les buts pour justement vérifier si le ballon rentrait, et ça existait, mais le board va refuser en 1893 qu'il soit mis sur tous les terrains. Bizarrement, on retrouve dans la traduction française du règlement du football, du board, ces juges de but, et la finale de la Coupe de France, ils y sont, ces juges de but, et voilà, les auteurs qui s'étonnent que ces juges de but et qu'on ne les ait pas maintenus, mais voilà, donc ces juges de but apparaissent aussi dans l'histoire du football, pas uniquement actuellement. Je vais y arriver.
Les polémiques, alors il y en a toujours eu sur la validité du but. Ernest Weber, c'est l'encyclopédie des sports en 1905. Il faut mettre des filets parce qu'il faut considérer que les joueurs sont de mauvaise foi. Les entraîneurs aussi. Les joueurs sont de mauvaise foi, donc il faut les mettre absolument ces filets de but et il l'explique comme ça. Donc on va mettre des filets de but. Ensuite, est-ce qu'on va pouvoir rejouer le match si y a un but qui est accordé, qui n'était pas rentré, etc. Un but fantôme, on le verra un petit peu tout à l'heure. Non, on ne peut pas rejouer le match. Donc c'est interdit, même s'il y a un but qui est accordé, qui était rentré ou pas, même si on arrive à le prouver, on ne rejouera jamais le match. Et j'en ai pratiquement jamais vu rejouer pour cette raison-là. On va recommencer des matchs à une certaine minute, on va mettre une réserve technique. Alors des réserves techniques, on peut en mettre et on a rejoué le match pour des réserves techniques, mais pas sur une appréciation comme ça. Le ballon est rentré ou pas, l'arbitre a décidé qu'il soit rentré ou pas, terminé. On marque un coup franc direct qui devait être indirect, oui, on va pouvoir poser une réserve technique, rejouer le match, mais sinon ça ne marchera pas. Ensuite, modifier le score après le match. Je l'ai vu qu'une fois dans toute la littérature que j'ai parcourue, c'est en 1921, c'est le choc Amsterdam-Rotterdam, 60 km, premier derby, et l'Ajax d'Amsterdam va gagner 3-2, et en fait, il y a un but de l'Ajax qui va être, par la fédération, va décider que le but n'était pas valable, et on va remettre le score à 2-2. Et sur l'histoire des scores maintenant du derby, le premier derby, c'est 2-2, et donc là, ça a fait une enlevée de boutique. La haine est toujours très grande entre ces deux clubs qui ont 60 km de distance depuis ce jour-là, je dirais, puisque le score a été modifié. Et la FIFA va l'interdire, le board va l'interdire. On ne peut pas modifier le score ensuite. C'est la seule fois que je l'ai vu dans ce que j'ai parcouru comme littérature du football. Ensuite, bien sûr, le but fantôme, je ne vais pas intervenir sur la présentation de mon collègue, mais c'est bien sûr il y avait 4 caméras à l'époque, ça fait 70 ans qu'on en parle, on n'est toujours pas sûr du résultat, il y a des études assez très importantes dessus. Je vais passer rapidement. La polémique qui m'intéresse, bien sûr, c'est 2010, puisque là, les choses vont changer dramatiquement, je dirais. Donc, c'est bien sûr Allemagne-Angleterre. Donc là, quand c'est l'Angleterre qui marque un but, pas trop grave, là, c'est l'Angleterre qui va marquer, mais le but des Anglais va être refusé. L'égalisation contre les Allemands, donc ils perdent 4-2. Le but est refusé. Moi, ce qui m'a super surpris à l'époque, j'étais déjà bien sûr dans les archives du board depuis un petit moment, et le board a été décidé, convaincu qu'il n'y aurait pas la technologie, et Blatter l'a raffirmé, tant que je serai président de la FIFA, il n'y aura pas la technologie sur la ligne de but, il n'y aura aucune technologie, etc. Dit en 2005, dit en 2008, devant le board, etc. Donc très surprenant. Et là, il va changer d'opinion. Et si M. Blatter change d'opinion, il faut savoir que la FIFA a 4 voix au board sur 8. Les Anglais ont les autres. Et il en faut 6 pour changer la règle. Donc là, l'influence va être considérable. Plus que considérable. Donc on va convaincre. Le débat, on l'a vu apparaître dans tous les journaux, etc. On interroge toujours les mêmes personnes, Michel Platini ou Sepp Blatter. Mais on a aussi interrogé des arbitres, qui en général ne disent rien. On a interrogé les entraîneurs et bien sûr, tout le monde avait son mot à dire entre 2008 et 2010 sur est-ce que la vidéo... Alors, on posait toujours question sur la ligne de but, mais tout de suite, on va plus loin, on va sur la vidéo, on le verra un petit peu après. Mais sur la ligne de but, déjà, la position de Michel Platini est très claire. Et la petite flèche vers Michel Platini, c'est qu'il a changé d'opinion. Il faut le savoir, en début 2010, dans les années 2000, il ne pensait pas ça, il a changé d'opinion. Et de la même façon, Blatter a changé d'opinion, a basculé, il était contre la vidéo, et en 2010, il bascule complètement. Et bon, si on interroge des entraîneurs, de nombreux entraîneurs, bien sûr, sont d'accord pour la vidéo. En général, pour la technologie sur la ligne du but, ils sont pratiquement tous d'accord. Après, sur aller plus loin dans la vidéo, un peu moins d'accord. Mais bon, le débat est très ouvert actuellement et on va voir que ça va terminer avec la réunion du board qui a lieu dans 2 jours. On va aussi avoir ce débat. L'aspect humain, c'est toujours Platini, il a toujours défendu l'aspect humain, il ne veut pas la technologie, il a dit que si on rentrait dans la technologie, on commençait par ça, et que après ça allait être l'escalade. Il a tout à fait raison, à mon avis. 5 arbitres, 2 juges au but de ligne. Donc là, une fois qu'on refuse, donc voilà, il y a une expérimentation en 2005, c'est le championnat d'Europe moins 17 ans au Pérou. Ça se passe pas très bien, c'est-à-dire qu'il y a même des buts, des ballons qui passent à côté des buts, et on dit but accordé. Donc c'est là que Adidas met son ballon en place, son ballon à puce en place, et on voit tout de suite, on doit voir s'il y a le but qui est marqué ou pas. Et ça se passe pas très bien, ce championnat du monde au Pérou en 2005. Et donc l'expérimentation, il y en aura plusieurs après. Le board refuse une première fois en 2008, compte rendu. 2010, il refuse, et là, de façon définitive, on va regarder l'aspect essentiellement humain. Donc, on pense qu'ils ne feront jamais machine arrière. Quand ils vont me poser la question il y a 5 ans, je dis non, ça ne va pas rentrer, c'est sûr, parce que quand le board décide quelque chose, il ne change jamais d'avis. Des fois, il met très longtemps à prendre la décision, 30 ans, etc., pour leur jeu, mais en général, ils ne changent pas d'avis. Et là, je vous aurais dit non, ils ne vont pas changer d'avis. Et malheureusement, ils vont faire volte-face, qui est très surprenant du board. Et bien sûr, c'est Blatter qui va mettre tout son poids dans la balance. De la même façon, donc s'ils ont fait un refus de la technologie sur la ligne de but, on va accorder qu'il y ait des expérimentations pour l'arbitrage à 5.
Et donc c'est parti, arbitrage à 5 2010-2012, vous le voyez en Europa League, on le voit l'année suivante en Champions League, donc pendant 2 ans, et bien sûr, on s'attend à ce que le board prenne une décision en 2012, et bizarrement, ils ne tranchent pas, et ils accordent les deux, on peut faire les deux, quelle que soit notre conviction, on peut faire ou de la technologie sur la ligne de but, ou de l'arbitrage à 5. Donc la technologie sur la ligne de but, ce n'est pas un ralenti, hein. On n'a pas voulu de ça au football, ils n'ont pas voulu de ça au football, et bien sûr, c'est juste une animation, une représentation d'image en 3 dimensions qui doit être instantanée. Donc il y a des expérimentations, et après il y a des contraintes. La première contrainte, c'est la précision. C'est sûr qu'il faut que ça soit fiable, hein, comme tous les tests. Ensuite, l'instantanéité. Ils voulaient un résultat en 1 seconde. Sur la montre de l'arbitre, hein, bien sûr, c'est pour ça que j'ai mis la montre, et ça soit communiqué uniquement aux officiels, à tous les officiels en même temps, donc vibration ou alerte, etc. Donc c'était un petit peu leur créneau. Il y a un appel d'offres qui s'appelle, il y a 8 sociétés qui vont répondre, 8 réponses, il y a 4 sociétés qui vont être validées progressivement. La première année, il y a 2 sociétés qui vont être validées, je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc il y a une société qui va valider, qui s'appelle l'EMPA, qui va valider ces tests. Ils proposent en général 3 gros tests, hein. Donc les frappes libres du but, donc on frappe dans un but, voilà, pour voir si le ballon rentre dans le but. Ils appellent ça aussi des frappes de franchissement statique, donc si le ballon est là, est-ce qu'il y a but, est-ce qu'il n'y a pas but. Franchissement dynamique, c'est si le ballon est dans les mains du gardien et recule avec le ballon, est-ce qu'il y a but, pas but. Et il faut avoir 100% ou 90% de résultats exacts. Et donc il y a une société, vous mettez votre appareillage en place et ils viennent dire si vous êtes validé. Alors bien sûr, c'est une histoire très très importante, hein, parce que si on est validé, on obtient la licence. Et la licence, on peut la mettre sur un stade. Si on est dans la licence FIFA, on obtient un stade. Et un stade, ça peut être 200 000 € pour installer cette installation sur un stade. Donc avoir la licence FIFA, c'est important. Actuellement, il y a 4 entreprises qui ont cette licence FIFA. Il y en a une qui avait été, je dirais le précurseur, c'était en 2000. Bon, une histoire anglaise où il y a eu un but refusé, ils sont descendus, des 2 chercheurs qui ont trouvé la solution, et ils avaient juste mis une petite caméra sur la barre transversale, et en 5 secondes, ils avaient le résultat. Ben, ce système va être refusé, puisqu'il faut 5 secondes pour attendre le résultat, regarder l'image, et ça ne marche pas, ça va être refusé. Les 4 qui vont être acceptés, c'est le système qui a été pris au tennis. Alors au début, ça a été un peu compliqué, mais on l'a adapté au football. Et vous avez une reconnaissance optique par 12 caméras, donc un petit système léger. C'est ce qu'ils utilisent dans le championnat de Première Ligue actuellement, hein. Et ça permet de suivre principalement la trajectoire, mais ils ont le résultat en 1 seconde. Ils ne font pas comme au tennis, on demande. C'est pas bien sûr le joueur qui demande et on regarde l'image. Non, c'est tout immédiatement, l'arbitre a le résultat. Donc un système un petit peu validé en 2012, etc. Ensuite, il y a tout un système de champ magnétique où on met des câbles sous la terre, un ballon spécial avec, on a marqué, le terme anglais est un peu spécial, c'est bobine électronique compacte, hein, mais on a une bobine dans le ballon, donc on a le droit de transformer les ballons et de proposer ces ballons-là. Si ça rentre, ça modifie légèrement le champ et on voit tout de suite s'il y a but ou pas, et le résultat est donné en 1 seconde. Grâce au champ magnétique, la modification, une faible modification du champ magnétique. Donc ça, c'est un système aussi qui est utilisé pas mal. Le système Keros, pareil, c'est une puce insérée dans le ballon et c'est des fins câbles, donc c'est aussi sur le champ magnétique. Ça a été validé aussi. 3e système, donc on est sur des systèmes très technologiques bien sûr. Et le système qui va remporter même pour la Coupe du Monde et la Coupe des Confédérations, c'est le Goal Control. Donc c'est une entreprise allemande. Il y a 14 caméras à haute vitesse, 7 caméras sur chaque but, hein, 7 caméras, je dis bien, sur chaque but, dans le stade, très haut dans les tribunes, hein, ça on voit à peu près l'image. Et la position du ballon est enregistrée en 3 dimensions avec des coordonnées et on sait tout de suite s'il y a but en 1 seconde. Et donc les résultats sont flagrants puisqu'on les a vus sur les dernières compétitions. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est quelles sont les applications au niveau international. Donc à partir de 2012, c'est appliqué. Donc il y a eu une phase de test. J'ai passé tous les matchs au peigne fin. Sur la Coupe du Monde des clubs, c'est la première fois. Ce n'était pas le système Goal Control. Ils avaient fait un autre système, ça ne leur a pas plu, mais c'était déjà en place. Ils vont tester au Brésil. Avant, il y a toujours une compétition avant la Coupe du Monde qui s'appelle la Coupe des Confédérations. On va le tester, ça va marcher. Ils vont adopter le Goal Control, le processus allemand. Et on va faire au niveau international sur la Coupe du Monde. Et bien sûr, maintenant, toutes les compétitions FIFA seniors, parce que je n'ai pas vu les autres jeunes, je n'ai pas vu qu'ils avaient mis ça. On va avoir la Coupe du Monde féminine au Canada. Il y aura aussi ce système. Sur les compétitions européennes, on va avoir l'Euro en France. Hein, ça s'est décidé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on aura, bien sûr, on a équipé les stades français, donc pas de problème. C'est aussi le même système Goal Control. Et ce qu'il faut savoir, et ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est que la décision vient d'être prise en janvier, où même la Champions League, où il y a 5 arbitres, on est d'accord,
elle va avoir la technologie aussi dès les premiers matchs. Et on gardera quand même encore les juges de surface, ou juges de but, juges de ligne. On gardera les 5 arbitres, mais il y aura la technologie dans la Champions League, qui est un petit peu une compétition importante, avec quelques enjeux financiers importants. Et les applications au niveau national, c'est simple, hein. On a parlé de 194 pays, 195, 208 inscrits pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, donc on parle bien de 208 pays dans le monde. Et là, il n'y a que 8 pays qui ont adopté la technologie sur la ligne de but, donc c'est non, c'est européen, c'est très européen, et il y a le Japon qui l'a utilisé, qui l'utilise depuis cette année, donc il n'y a que 8 pays qui l'utilisent avec des systèmes, voilà. Alors après, moi j'ai regardé tout de suite les résultats, en Angleterre, 19 fois dans la saison, une fois tous les 20 matchs, 19 fois dans la saison. On a utilisé un système qui vaut une fortune pour 19 fois dans la saison. Quand on l'a fait en Bundesliga, on l'a fait cette année, j'ai pas eu le premier match, j'ai pas trouvé le premier match. En Serie A, 18e journée. La première fois qu'on utilise la Goal Line Technology, c'est au bout de plus de 170 matchs, la 18e journée. En France, on le sait, on l'a vu, c'était Rennes-Lorient, c'était à la 11e journée, donc il y a eu 100 matchs sans Goal Line Technology, on est bien d'accord. Donc après, c'est pas une moyenne, parce que j'ai pas les moyennes, c'est la première saison. On l'a fait dans 3 autres championnats. Ensuite, au Japon, c'est fait aussi. Quand Platini défend encore le morceau il y a 6 mois en conférence de presse, il dit « Moi, il y a 35 pays qui ont adopté l'arbitrage à 5. » Donc c'est beaucoup plus important. Ça s'est fait en Europe, hein, bien évidemment. Donc c'est bien sûr le débat, on peut dire, continue. Si je fais une comparaison rapide avec les autres sports collectifs, bien sûr au tennis, ça existe depuis quand même 2005-2006. Bien sûr, on voit, c'est des lignes, donc c'est pareil, c'est la même technologie. Est-ce que ça franchit la ligne ou est-ce que ça dépasse la ligne ? C'est la même chose. Dans le football américain, ce qui est beaucoup plus pas inquiétant, hein, l'évolution, c'est qu'il y a un centre énorme, un centre technologique à un seul endroit aux États-Unis, et on regarde tous les matchs à la fois. Et donc le contrôle vidéo maintenant se fait dans un seul centre technologique, et on va décider rapidement, très rapidement, on va le voir dans d'autres sports, s'il y a but, pas but, faute, pas faute, parce qu'on était beaucoup plus loin dans les autres sports. Là, c'est sur deux actions, on dirait, changement de possession et touchdown. Au rugby, on voit l'évolution, elle est très nette, hein. On a introduit la vidéo juste sur l'essai, s'il y avait... Voilà. Et maintenant, on est revenu une extension extraordinaire, c'est-à-dire que maintenant on peut revenir à 2 temps de jeu avant, de ruck, c'est-à-dire qu'on peut revenir 1 minute 30, 2 minutes pour savoir s'il n'y a pas eu des fautes avant cet essai-là. Donc on était juste sur l'essai, on marque l'essai, et maintenant on est presque à 1 minute 30 avant l'essai, est-ce qu'il y a eu des fautes, des en avant, sorties en touche, etc. Des cas, 9 cas possibles jugés par l'arbitrage vidéo, qui est demandé par l'arbitre par contre. En Euroleague, donc en basket, bien sûr, on l'a aussi, il est arrivé. Ce qui m'a intéressé, c'est en NBA, un centre extraordinaire, comme la NASA, sans écran, voilà, un truc de fou furieux, ils ont construit, et ils ont la réponse en 42 secondes. Si l'arbitre demande une preuve vidéo, ils l'ont en 42 secondes maintenant. Donc, bien sûr, je parle de cet événement-là pour la continuité du jeu, parce que le board veut vraiment une continuité du jeu. Donc, est-ce qu'ils vont aller vers la vidéo ensuite ? Si les preuves sont rapides, ils iront peut-être vers la vidéo. Voilà ce que je pense. Dans la saison, ils n'ont fait qu'une erreur, hein, ce centre-là, parce qu'ils ont des images ralenties sur 60, mais ils avaient fait une erreur. Le joueur avait touché le panneau avant, etc. Donc, une petite erreur, une seule erreur. Sur le handball, on a exactement la même logique que le football. Sur la ligne de but, ça s'est apparu en 2013, voilà, et la caméra était fixée sur la barre transversale. En hockey sur glace, c'est exactement, donc c'est bien sûr, je comparais des sports collectifs avec une cible gardée, et c'est exactement ce qui peut se passer dans le football. La ligne de but en 2011, et après on a 2 actions de plus, 3 actions de plus, et là on en est sur le hors-jeu et les fautes sur le gardien qui ont aussi amené à discussion ou à arbitrage vidéo ou aide vidéo. Donc voilà l'évolution dans les autres sports co qui va nous toucher à mon avis considérablement. Pour la conclusion, j'ai plus qu'une minute, je suis à peu près dans les temps, je parle un peu vite, je suis désolé. La grande tendance du board, dans toute l'histoire du board, c'est quand même la réduction de l'aléatoire. Donc on y va à pieds joints. La goal line, c'est bien sûr une aide technologique immédiate. Donc c'est pas l'arbitre qui demande, c'est pas les joueurs qui demandent, c'est pas des entraîneurs qui demandent, c'est une aide immédiate pour le moment.
Alors après, vidéo ou en autre vidéo, est-ce que l'arbitre va avoir besoin d'une aide à l'arbitrage, un contrôle vidéo d'un quelqu'un qui sera dans la tribune, un contrôle vidéo d'un centre vidéo, je ne sais pas. Ça va bouger. Est-ce qu'il y aura des décisions, on pourra avoir des challenges pour les entraîneurs ou pas, les joueurs ou le capitaine, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que la position a l'air de bouger un petit peu. Il y a un gros slogan, une pétition internationale lancée par des Français, Yes for the Video, depuis septembre 2015, donc qui circule depuis un petit moment. Et ce qu'il faut savoir, c'est donc 2 jours, voilà, on y est, c'est l'Assemblée Générale du Board. Et il y a 3 questions. La vidéo est mise à l'ordre du jour. On va essayer d'autoriser les expérimentations pour les pénaltys, les cartons rouges et les erreurs d'identification. Et bien sûr, c'est de la responsabilité du board. D'abord, on autorise des expérimentations et après, on prend une décision pour changer les lois du jeu ou pas les changer. Je vous remercie de votre attention.